Si vous avez plus de 60 ans et que vous vous réveillez chaque jour avec ce sentiment de vide dans la poitrine, comme si le monde avait oublié votre existence, vous devez savoir de toute urgence quelque chose que j'ai découvert en observant un couple de plus de 60 ans lors d'une consultation pour dépression. Maria et João, mariés depuis 40 ans, étaient assis côte à côte dans mon salon, mais ils semblaient être sur des planètes différentes. Elle regardait ses mains, lui la fenêtre. Le silence entre eux était si épais que je le sentais. Quand je les ai interrogés sur leur routine quotidienne, leur réponse m'a choquée. Ils se sont réveillés, ont bu leur café en silence, ont passé la journée dans leur coin de la maison et se sont endormis sans échanger un seul mot significatif. La solitude ne se limitait pas à l'intérieur de leur foyer. Elle s'étendait à leurs relations, poussant comme une mauvaise herbe invisible qui étouffait toute trace de connexion. Et le plus terrifiant, c'est qu'ils ne réalisaient même pas à quel point cette solitude conjugale détruisait non seulement leur mariage, mais aussi leur santé mentale. Au cours de notre conversation, quelque chose m'a frappée. Maria a mentionné qu'elle avait l'impression de disparaître lentement, tandis que João a dit se sentir inutile, même chez lui. Deux personnes vivant sous le même toit, partageant le même lit, et pourtant éprouvant la plus profonde solitude que j'ai jamais observée au cours de mes années d'observation de personnes âgées en crise émotionnelle. Les neurosciences de la solitude révèlent quelque chose de troublant chez les couples qui vieillissent ensemble, mais s'éloignent émotionnellement. Le cerveau interprète cette déconnexion comme un abandon, activant les mêmes circuits qui déclenchent la douleur physique. C'est pourquoi Maria ressentait cette oppression dans la poitrine chaque matin, et João se réveillait avec une lourdeur inexplicable. Mais quelque chose a changé lorsque j'ai découvert que Maria avait un petit rituel matinal qu'elle avait abandonné depuis des années. Une habitude simple qui, à son insu, était la clé pour renouer non seulement avec João, mais aussi avec la version d'elle-même qui lui semblait vivante et importante. Lorsqu'elle a recommencé à le pratiquer, la dynamique du couple a complètement changé en seulement 3 semaines. La solitude conjugale après 60 ans est une épidémie silencieuse. Les couples qui ont survécu des décennies ensemble se retrouvent comme des étrangers, menant des vies parallèles sans jamais vraiment se toucher. Leurs enfants ont grandi, leur routine a changé, et soudain, ils se regardent sans plus savoir qui est cette personne. Si vous reconnaissez cette douleur, si vous sentez que votre mariage est devenu juste une question de partage de factures et de responsabilités, si la personne qui devrait être votre compagnon le plus proche est devenue juste un autre meuble dans la maison, ce rituel quotidien qui a sauvé Maria et João peut également sauver votre relation et votre santé émotionnelle. Écrivez « oui » maintenant si vous reconnaissez cette douleur dans votre vie. Si vous avez l'impression de perdre le lien avec ceux qui devraient être les plus proches de vous, si vous vous réveillez chaque jour avec l'impression de disparaître, même si vous êtes à côté de quelqu'un. La transformation de Maria et João a commencé lorsqu'elle m'a raconté un moment précis qui a tout changé. C'était un mardi matin, 3 mois avant notre rendez-vous. Maria préparait le café, comme elle le faisait depuis des années, machinalement, lorsqu'elle a vu João lire le journal dans un silence absolu. À cet instant, un souvenir douloureux la frappa comme un coup de poing dans l'estomac. Elle se souvint de leur petit déjeuner des premières années de leur mariage. João lui racontait ses projets de la journée. Elle lui faisait part de ses inquiétudes concernant les jeunes enfants. Il riait de bêtises et faisait des projets d'avenir. Désormais, les seuls bruits dans la cuisine étaient le tic-tac de l'horloge murale et le bruit des pages du journal qui tournaient. Maria réalisa qu'elle ne se souvenait plus de la dernière fois où João l'avait regardée droit dans les yeux au cours d'une conversation. Elle ne se souvenait plus de la dernière fois où il lui avait demandé ce qu'elle ressentait vraiment, s'attendant à une réponse sincère. Un sentiment d'invisibilité l'envahit à cet instant. C'était comme si elle était devenue une simple employée de la maison, chargée des repas, du ménage et de l'organisation, mais totalement insignifiante. João ressentait la même chose, comme il le découvrira plus tard. Pour lui, le silence était devenu un bouclier contre le sentiment de n'avoir plus rien d'intéressant à partager. Au cours de notre conversation,
Maria a pleuré en avouant qu'elle passait parfois des heures à attendre que João engage la conversation, n'importe laquelle, même sur la météo ou l'actualité. Elle imaginait ce que ce serait s'il l'interrogeait sur ses rêves, ses peurs ou simplement sur sa journée. João, à son tour, m'a révélé quelque chose qui m'a brisé le cœur. Il a dit avoir l'impression d'avoir perdu la capacité d'intéresser sa propre femme. Après des décennies de routine, il pensait ne plus rien avoir de nouveau à lui offrir. Cette conviction l'a poussé à s'isoler encore davantage, créant un cercle vicieux d'éloignement. Le tournant est survenu lorsque Maria m'a parlé d'un rituel qu'elle avait pratiqué avec ferveur pendant les 10 premières années de leur mariage, mais qu'elle avait abandonné à mesure qu'elle était de plus en plus occupée avec ses jeunes enfants et son travail. C'était quelque chose de si simple qu'elle n'y avait même pas pensé. Et pourtant, cela créait chaque jour des moments de connexion authentique entre eux. Lorsque je lui ai suggéré de refaire ce rituel, João a d'abord résisté. Des décennies de silence avaient créé une étrange zone de confort, où au moins il n'y avait aucun risque de déception ou de conflit. Mais Maria était déterminée. La douleur de la solitude dans son propre mariage était devenue insupportable. Ce qui s'est passé au cours des premières semaines a été magnifique. Petit à petit, la glace émotionnelle qui s'était formée entre eux a commencé à fondre. De petites étincelles de curiosité et d'affection ont refait surface. João a retrouvé un sourire sincère et Maria a retrouvé le sentiment d'être vue et appréciée par l'homme avec qui elle avait choisi de partager sa vie. Le rituel qui a sauvé Maria et João de la solitude conjugale était étonnamment simple, mais profondément transformateur. Intitulé « Les 3 moments de reconnexion », il fonctionne car il s'appuie directement sur les 3 piliers qui soutiennent l'intimité émotionnelle dans toute relation. La présence authentique, la curiosité mutuelle et la gratitude exprimée. Le premier moment se produit tôt le matin, avant même de sortir du lit. Maria a repris ce qu'elle faisait naturellement au début de son mariage, mais qui s'était perdu dans l'agitation de l'âge adulte. Elle a commencé à passer 5 minutes à simplement regarder João, encore endormi, et à se souvenir de 3 choses précises qui l'ont fait tomber amoureuse de lui des décennies plus tôt. Ce n'étaient non pas des gestes grandioses ni des qualités évidentes. C'étaient des détails uniques qu'elle seule connaissait. Sa façon de froncer les sourcils lorsqu'il se concentrait, l'affection avec laquelle il parlait aux animaux, ou l'étincelle dans ses yeux lorsqu'il racontait une histoire drôle. Ces 5 minutes d'observation et de gratitude silencieuse transformèrent complètement l'énergie avec laquelle elle commençait sa journée avec lui. Les neurosciences montrent que lorsque nous nous concentrons intentionnellement sur les qualités d'un proche, notre cerveau libère de l'ocytocine, l'hormone de l'attachement et de la connexion. Chez les personnes âgées qui vivent leur relation en mode pilote automatique, cette pratique réactive les voies neuronales de l'affection. Restez en sommeil pendant des années. Le deuxième moment eut lieu au petit déjeuner. Au lieu du silence de mort qui régnait le matin, Maria instaura la « question du jour ». Il ne s'agissait pas de questions évidentes comme « Comment as-tu dormi ?» ou « Que fais-tu aujourd'hui ?» Il s'agissait de questions qui éveillaient la curiosité et créaient un espace de découverte mutuelle. Elle posait des questions comme « Si tu pouvais revivre une journée des 10 dernières années, quelle serait-elle? Quelle est la plus belle chose que tu aies vue hier? Si on pouvait passer une journée entière à faire n'importe quoi ensemble, que voudrais-tu que ce soit? » Des questions qui les ont tous deux forcés à sortir du pilotage automatique et à réfléchir profondément à leurs expériences et à leurs désirs. João, d'abord mal à l'aise avec cette rupture avec la routine, a vite découvert qu'il appréciait ces moments. Il réalisait qu'il n'avait pas pris le temps de réfléchir à des choses simples mais importantes depuis des années. Les questions de Maria le rendaient à nouveau intéressant, comme si elle désirait sincèrement connaître ses pensées et ses sentiments. Le troisième moment fut le plus marquant de tous. Chaque soir, avant de se coucher, Maria et João partageaient une gratitude particulière l'un envers l'autre. Il ne s'agissait pas de généralisation du type « merci d'être un bon mari », mais de reconnaissance précise des actions, des paroles ou des gestes qui avaient fait la différence ce jour-là. Marie pourrait dire «
Merci d'avoir remarqué ma fatigue et d'avoir préparé du thé sans que je le demande. John pourrait répondre par exemple « Merci d'avoir ri à ma blague idiote au déjeuner. Tu as illuminé ma journée. » Ces échanges créaient un sentiment quotidien d'être vu, valorisé et important dans la vie de l'autre. En observant la transformation de Maria et João, j'ai découvert que le rituel des 3 moments fonctionnait, car il répondait directement à ce que j'appelle le syndrome d'invisibilité conjugale. Après 60 ans, de nombreux couples cessent de se considérer comme des individus uniques et commencent à se traiter comme des extensions, perdant ainsi toute curiosité et tout intérêt l'un pour l'autre. La 4e technique qui a révolutionné leur relation était ce que j'appelais la redécouverte hebdomadaire. Chaque vendredi après-midi, ils passaient 1 heure à découvrir quelque chose de nouveau l'un sur l'autre. Cela semble impossible après des décennies passées ensemble, mais la vérité est que l'on continue de grandir, d'évoluer et de développer de nouveaux goûts et de nouvelles opinions, même après 60 ans. Maria a découvert que João avait développé une passion secrète pour le jardinage après avoir regardé une émission de télévision sur les plantes. Il n'en avait jamais parlé, pensant qu'elle ne serait pas intéressée. João a été surprise d'apprendre que Maria rêvait de réapprendre à jouer du piano, un rêve qu'elle avait abandonné à la vingtaine, lorsqu'ils se sont mariés et que sa vie est devenue plus chargée. Cette découverte les a conduits à leur 5e technique, le projet commun mensuel. Au lieu de mener des vies parallèles, ils ont choisi chaque mois quelque chose à apprendre ou à expérimenter ensemble. Le 1er mois, ils ont visité une pépinière et aménagé un petit potager sur leur balcon. Le 2e mois, ils se sont inscrits à des cours de piano pour débutants. L'impact psychologique fut immense. Soudain, ils eurent des sujets de conversation, des rêves à partager et de nouveaux souvenirs à créer ensemble. Le sentiment de véritable complicité, disparu depuis des années, refit surface avec une force qui les surprit tous deux. La 6e technique est apparue naturellement et s'est avérée la plus transformatrice de toutes. Ils ont instauré un moment de vulnérabilité contrôlé, 1 fois par semaine. Pendant 20 minutes, ils ont partagé une peur, une insécurité, un désir ou un rêve qu'ils auraient habituellement gardé pour eux. Maria a avoué qu'elle craignait de mourir avant João et de le laisser seul. João a admis qu'il craignait de devenir un fardeau pour elle s'il tombait malade. Ces conversations, d'abord gênantes, ont créé une intimité émotionnelle qu'ils n'avaient pas connue depuis des décennies. Les neurosciences de l'intimité démontrent que partager ses vulnérabilités de manière sûre et réciproque libère les mêmes neurotransmetteurs associés à l'amour. Pour les couples plus âgés qui se sentent étrangers, cette pratique ravive le lien émotionnel profond qui existait au début de la relation. La 7e technique était le rituel d'appréciation physique non sexuelle. Ils reprirent les gestes simples mais significatifs qu'ils avaient abandonnés. Se tenir la main pendant les émissions de télévision, se faire un câlin de plus de 3 secondes pour dire bonjour et bonne nuit, et se caresser légèrement l'épaule ou le visage pendant les conversations. Pour les personnes âgées en situation de couple instable, un contact physique affectueux réactive la production de sérotonine et réduit considérablement le taux de cortisol, l'hormone du stress. Maria et João ont déclaré se sentir plus détendus physiquement et plus en sécurité émotionnellement après avoir réintroduit ces gestes simples dans leur quotidien. La 8e et dernière technique qui a parachevé la transformation de Maria et João était ce que j'appelle le rituel de reconnexion nocturne. Chaque soir, 15 minutes avant le coucher, ils s'asseyaient au bord du lit, face à face, et pratiquaient 3 exercices spécifiques qui reconstruisaient complètement leur intimité émotionnelle. Tout d'abord, ils ont fait 2 minutes de respiration synchronisée. Ils ont simplement respiré ensemble, au même rythme, en maintenant un contact visuel doux. Cela paraît simple, mais pour un couple qui avait complètement perdu toute synchronisation émotionnelle, cet exercice a créé un sentiment immédiat de connexion et de présence mutuelle. La science derrière ce phénomène est fascinante.
Lorsque deux personnes synchronisent leur respiration, leurs battements cardiaques ont également tendance à s'aligner, créant ce que les chercheurs appellent la cohérence cardiaque partagée. Pour Maria et João, ces 2 minutes sont devenues un moment sacré de paix et de connexion à la fin de chaque journée. Le deuxième exercice consistait à partager un moment privilégié. Chacun décrivait le moment le plus beau ou le plus significatif de sa journée, aussi simple soit-il. Il pouvait s'agir du sourire d'un enfant dans la rue, du chant d'un oiseau à la fenêtre, ou simplement du bien-être ressenti après une tâche ménagère. Cet exercice les a forcés à prêter attention aux petits plaisirs de la vie et, en les partageant, ils ont multiplié la joie de ces expériences. Maria a découvert que João avait une merveilleuse capacité à trouver la beauté dans des choses qu'elle ne remarquait même pas, et vice-versa. Petit à petit, ils ont recommencé à voir le monde à travers le regard de l'autre. Le troisième et dernier exercice de la soirée était celui des excuses préventives. Ils ont partagé les moments de la journée où ils auraient pu être plus gentils, plus patients ou plus attentifs l'un envers l'autre. Il ne s'agissait pas de conflits majeurs, mais plutôt de petits écarts qui passeraient inaperçus dans des relations autogérées. John pouvait dire « Je suis désolé de ne pas avoir remarqué que tu étais fatigué en rentrant des courses. » Mary répondait par exemple « Je suis désolé d'avoir soupiré d'impatience quand tu as mis si longtemps à trouver tes lunettes. » Ces remerciements créaient une atmosphère de considération mutuelle et évitaient l'apparition de ressentiments mesquins. Après 3 mois de pratique constante de ces 8 techniques, Maria et João étaient devenus 2 personnes complètement différentes. La solitude oppressante qui régnait chez eux avait laissé place à un sentiment palpable de camaraderie et d'affection mutuelle. Ils ont recommencé à rire ensemble, à faire des projets d'avenir et, surtout, à se considérer comme des personnes uniques et intéressantes. La transformation ne s'est pas faite du jour au lendemain. Il y a eu des résistances initiales, des moments d'inconfort et même des disputes sur la nécessité de tant d'efforts après tant d'années ensemble. Mais Maria en était arrivée à un point où elle préférait l'inconfort du changement à la douleur paralysante de la solitude conjugale. Inscrivez-vous maintenant et sonnez la cloche, car ce qui vient ensuite pourrait sauver votre vie émotionnelle et vous montrer comment identifier les signes que votre solitude affecte même votre santé physique d'une manière que vous ne pourriez même pas imaginer. 6 mois plus tard, lorsque Maria et João sont revenus pour un rendez-vous de suivi, un événement extraordinaire s'est produit, démontrant scientifiquement la puissance de ces techniques simples. Les scanners neurologiques ont révélé des changements mesurables dans leur activité cérébrale, notamment dans les régions associées au bien-être émotionnel et aux liens sociaux. Le cortex préfrontal, la zone responsable de la régulation émotionnelle et de l'empathie, présentait une activité accrue dans les 2 cas. Plus impressionnant encore, les niveaux de cortisol, l'hormone du stress chronique, avaient considérablement diminué. Maria, qui présentait des symptômes évidents de dépression liés à la solitude, présentait désormais des marqueurs biologiques compatibles avec les personnes entretenant des relations saines et satisfaisantes. Mais la découverte la plus émouvante est venue d'une anecdote que Maria a racontée lors de cette consultation. Elle a raconté que le mois précédent, lors d'une des redécouvertes hebdomadaires, João avait partagé quelque chose qui l'avait fait pleurer de joie. Il a confié que, pour la première fois depuis des années, lorsqu'on lui demandait des nouvelles de sa femme, il ressentait une émotion sincère en parlant d'elle. « Docteur, dit-il, les yeux brillants, je suis fier d'être remarié avec Maria, non seulement parce que nous sommes mariés depuis si longtemps, mais aussi parce que c'est une personne vraiment intéressante, amusante et attentionnée que j'ai eu le privilège de connaître profondément. Ce changement de perspective révèle un profond impact sur l'estime de soi et le sentiment d'identité de la solitude conjugale. Se sentir invisible aux yeux de son entourage nous amène à remettre en question notre propre valeur en tant qu'êtres humains. João se sentait depuis des années comme un mari à la retraite, un homme qui remplissait des fonctions essentielles, mais qui n'était plus une source de joie ni d'intérêt pour sa femme. Maria a vécu une transformation similaire. Pendant des décennies,
Elle s'était définie principalement par ses rôles fonctionnels. Épouse qui cuisine, fait le ménage et organise la maison, mère qui s'occupe de ses enfants adultes, grand-mère qui chouchoute ses petits-enfants lorsqu'ils viennent lui rendre visite. Mais grâce à des techniques de reconnexion, elle a redécouvert des aspects de sa personnalité restés en sommeil. Le projet de piano commun a éveillé en elle une créativité et une passion pour la musique qu'elle n'avait plus ressentie depuis sa jeunesse. Les questions matinales de John lui ont fait prendre conscience qu'il avait des opinions intéressantes et des expériences uniques à partager. Ces moments de vulnérabilité maîtrisée l'ont connecté à des émotions profondes qu'elle avait appris à réprimer au nom de la maturité. La neuroplasticité du cerveau vieillissant a permis aux deux individus de reconfigurer leurs connexions neuronales liées à l'amour et à l'intimité. Des études sur le vieillissement émotionnel montrent que le cerveau conserve sa capacité à former de nouvelles connexions liées à l'attachement et à l'affection jusqu'à un âge avancé, à condition d'être stimulé adéquatement. Partagez-le maintenant avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui, quelqu'un qui éprouve peut-être la même solitude conjugale silencieuse qui a presque détruit le mariage de Mary et John. Pour assurer la pérennité des liens entre Maria et João, nous avons élaboré un protocole de maintien émotionnel que tout couple âgé devrait connaître. La solitude conjugale a cruellement tendance à réapparaître lorsque nous baissons la garde, notamment en période de stress, de maladie ou de bouleversements importants dans nos habitudes. Le premier élément de ce protocole est le bilan émotionnel mensuel. Une fois par mois, Maria et João se rencontrent pour un échange structuré sur le fonctionnement de leur relation. Il ne s'agit pas d'une séance de thérapie improvisée, mais plutôt d'une évaluation honnête et bienveillante des techniques qui s'imposent naturellement et de celles qui nécessitent plus d'attention. Lors de ces entretiens, ils ont identifié des schémas importants. Ils ont découvert que, pendant les mois où João souffrait de problèmes de santé, il avait tendance à se replier sur lui-même, même en pratiquant les techniques. Maria a appris à reconnaître ces signes et à adapter son approche, en laissant plus de place à la vulnérabilité et en réduisant la pression pour une participation active. Le deuxième élément est le plan d'urgence en cas de crise relationnelle. Comme tout couple ayant vécu ensemble pendant des décennies, Maria et João connaissent encore des journées difficiles, des disputes et des moments de distance. La différence, c'est qu'ils disposent désormais d'un protocole clair pour gérer ces situations avant qu'elles ne dégénèrent en semaines, voire en mois, de froideur mutuelle. Lorsqu'ils sentent que leur connexion se détériore, ils activent ce qu'ils appellent le mode reconnexion intensive. Pendant 3 jours consécutifs, ils pratiquent les 8 techniques de manière plus réfléchie et plus ciblée. C'est comme un reboot émotionnel qui les remet sur les rails avant que la distance ne devienne chronique. Le troisième élément a révolutionné leur relation à la famille élargie. Les enfants et petits-enfants adultes sabotent souvent involontairement l'intimité des couples plus âgés en traitant les grands-parents comme une seule entité plutôt que comme 2 individus uniques dotés d'identités distinctes. Maria et João ont appris à établir des limites douces mais fermes avec leur famille. Lorsque leurs enfants appellent, ils veillent à ce qu'ils puissent tous deux discuter individuellement. Lors des visites familiales, ils créent des moments pour démontrer leur lien privilégié, montrant à leurs proches qu'ils forment un couple aimant et pas seulement les grands-parents. Le 4e élément était peut-être le plus difficile, gérer les commentaires bien intentionnés mais destructeurs de la part des amis et de la famille. Nombreux sont ceux qui pensent que les couples âgés devraient se contenter d'une compagnie silencieuse et que rechercher l'amour ou l'intimité émotionnelle à un âge avancé est inapproprié, voire inutile. Maria et João ont appris à répondre à ces commentaires avec humour et fermeté. Lorsqu'on les décrit comme de vieux tourtereaux ou qu'on leur suggère qu'ils sont trop vieux pour les démonstrations d'affection, ils sourient simplement et affirment qu'ils comptent rester amoureux jusqu'à la fin de leur jours. Commentez ici. Quel est le plus grand défi que vous rencontrez pour maintenir un lien affectif dans votre relation après 60 ans? Je souhaite mieux comprendre comment je peux aider les couples confrontés à cette solitude silencieuse.
Un an plus tard, Maria m'a envoyé une photo que je conserve encore dans mon bureau. C'était une image simple. Elle et João sur le canapé, regardant la télévision, les mains jointes et un sourire sincère. Dans le message accompagnant la photo, elle écrivait « Merci de nous rappeler qu'il n'est jamais trop tard pour retomber amoureux de la même personne. » Cette phrase résume tout ce que j'ai appris en observant des centaines de personnes âgées aux prises avec la solitude conjugale. L'amour n'a pas de date de péremption, l'intimité ne s'éteint pas à 60 ans, et la capacité à créer des liens profonds avec un autre être humain est un droit que nous conservons jusqu'à notre dernier souffle. Si vous êtes arrivé jusqu'ici en vous identifiant à la douleur de Maria et João, si vous reconnaissez dans votre vie le silence étouffant, le sentiment d'invisibilité, la tristesse de partager un foyer sans plus partager son âme avec qui que ce soit, sachez qu'il n'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard. La solitude conjugale nous vole bien plus que des moments de bonheur. Elle nous prive de notre identité, de notre estime de soi et de notre espoir en l'avenir. Mais comme l'ont démontré Maria et João, ces 8 techniques simples peuvent reconstruire des ponts émotionnels qui semblaient définitivement détruits. N'oubliez pas, vous vous êtes choisi un jour. Vous avez choisi de construire une vie ensemble, de relever des défis ensemble, d'élever des enfants et des petits-enfants qui portent votre ADN. Cette histoire d'amour ne doit pas forcément se terminer dans une solitude paisible. Elle peut être réécrite, chapitre après chapitre, jour après jour, par de petits gestes intentionnels de reconnexion. Le temps qu'ils passent ensemble est limité et précieux. Chaque jour perdu dans la froideur de l'indifférence mutuelle est un jour de moins pour vivre l'amour mature, serein et profond que seuls les couples qui vivent ensemble depuis des décennies peuvent connaître. Maria avait 65 ans lorsqu'elle a décidé de se battre pour son mariage. João en avait 68. S'ils ont réussi à reconstruire leur intimité émotionnelle après des décennies de séparation, vous pouvez le faire aussi. Vos petits-enfants méritent de vous voir comme un exemple d'amour durable. Vous méritez de terminer ce voyage ensemble, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. La solitude conjugale n'est pas le prix inévitable du vieillissement. C'est un choix, bien qu'inconscient, qui peut être inversé avec de la volonté, de la pratique et un espoir renouvelé dans le pouvoir transformateur de l'amour conscient. 3 choses avant de partir. Premièrement, si cette vidéo vous a touché, cliquez sur le bouton « J'aime ». Deuxièmement, abonnez-vous. Chaque semaine, je partage des astuces pour lutter contre la solitude après 60 ans. Troisièmement, regardez la vidéo ci-dessous, où je révèle l'erreur matinale qui aggrave la tristesse sans même que vous vous en rendiez compte. N'abandonnez pas l'un l'autre. N'abandonnez pas l'amour.